Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous voir nombreux pour parler des médias avec l'intitulé de notre conversation d'aujourd'hui qui est « Garantir un paysage médiatique de qualité, le point de vue des éditeurs ». 4 personnes autour de la table. Sybille Veil, PDG de Radio France, Pierre Louette, PDG du groupe Les Échos, Le Parisien, François Morinière, président du directoire du groupe Bayard et Marc Feuillet, directeur général du groupe Le Figaro. J'aimerais que l'on commence par parler déjà ensemble de la situation économique plus que compliquée pour les médias, on peut le dire. Pierre Louette, je vais commencer avec vous. Au cours des états généraux de l'information, vous êtes félicité d'avoir réussi à recentrer le débat sur les conditions économiques des médias. Et vous, l'enjeu prioritaire, c'est le partage de la valeur. Oui, alors même si ça surprend venant des Échos et c'est plus tellement à la mode, mais c'est une vision assez marxiste des choses en fait. Il faut qu'il y ait des conditions économiques de production qui soient réunies pour qu'il y ait des journaux de qualité. Bon, c'est la dernière fois que je suis marxiste sur cette scène, c'est promis. C'est ce qu'on a essayé de faire. Les États généraux, ils ont d'abord commencé par beaucoup s'orienter sur des enjeux tout à fait capitaux de liberté, d'indépendance. On peut y revenir, ils sont absolument essentiels. Mais ce qu'on a essayé de démontrer, c'est que s'il n'y avait pas, par ailleurs, de médias, si les médias publics souffraient de régulation budgétaire très très dure, si les médias privés souffraient de disparition de la pub, on aurait du mal à entretenir des rédactions de qualité et à faire en sorte qu'on ait ce paysage médiatique dont moi je voudrais dire que s'il est de qualité, c'est qu'il est divers. Déjà, la première chose à laquelle on est très attaché, je suis également président de l'Association pour la presse d'information générale qui a 300 titres. Je peux vous dire qu'ils sont très divers. On a des titres, effectivement, il y a un titre communiste, il y a un titre plutôt d'orientation catholique, il y a des titres de droite, de gauche. Et ça, c'est très important. Les pays dans lesquels il y a plus cette diversité-là sont des pays dans lesquels la démocratie ne va pas bien. Et en général, d'ailleurs, l'économie suit, elle ne va pas être très bien non plus. Marc Feuillet, pour vous, le problème de l'information de qualité, c'est son financement. Et vous notez que les médias qui s'en sortent bien ont souvent des rédactions importantes. Le New York Times avec ses 2700 journalistes, CNN, le Financial Times. Donc pour vous, une des réponses, c'est la taille des médias et votre enjeu, c'est de bâtir un groupe puissant, notamment avec des régies communes, me disiez-vous, en préparant cette table ronde. Alors, effectivement, vous avez raison, ça fera le lien avec les questions précédentes du débat précédent. L'information de qualité ou le paysage médiatique de qualité, puisque c'était le sujet, en tout cas pour l'information, c'est son financement. La problématique, c'est le financement que Pierre a évoqué. Et pourquoi ? Pour avoir une information la plus complète, la plus anglais, la plus diverse, eh bien, c'est une question aussi de taille de rédaction. Pour pouvoir avoir les meilleurs collaborateurs et pouvoir aller plus loin encore dans l'enquête, dans l'analyse. Et donc, on est bien au cœur du sujet qui nous occupe, comment financer ces grosses rédactions. En plus, en France, on a un petit handicap, contrairement à nos confrères anglo-saxons qui ont une taille de marché très large. Notre bassin est plus étroit, l'Afrique est en devenir. Le Maghreb et, je dirais, les contenus d'information sont de plus en plus en langue arabe et donc on doit évoluer dans un marché qui est beaucoup plus restreint. Donc comment financer ces rédactions, comment investir, comment développer, c'est à mon avis le cœur du sujet à l'heure actuelle. Sybille Veil, cet après-midi, le Premier ministre François Bayrou doit faire sa déclaration de politique générale. Attendez-vous quelque chose ? Avez-vous des signaux qui, en matière de financement, pourraient laisser croire qu'on va dans un sens ou dans un autre ? Je n'ai pas de signaux. En revanche, je pense qu'il y a une question qui a traversé la table ronde précédente et qui est aussi la nôtre, c'est quelles suites vont être données aux états généraux de l'information ? Parce que là, quand on parle de paysage médiatique de qualité, bien évidemment, il faut que les médias traditionnels puissent survivre. C'est ça l'une des questions. Et moi, ça m'interroge sur en fait, ce qu'on vit aujourd'hui, qui est une érosion de la place des médias. Et c'est ça toute la problématique, parce que un paysage médiatique de qualité, qu'est-ce que c'est ? C'est un paysage qui est fondé sur au moins 3 principes. Une information qui est juste, du pluralisme, qui peut être du pluralisme externe, donc une diversité d'offres,
Dans l'audiovisuel, on parle de pluralisme interne compte tenu de la puissance de diffusion des médias audiovisuels. Et c'est aussi une exigence de modération. Et c'est ça qui fait qu'il faut un paysage médiatique avec des médias professionnels, avec des journalistes qui soient formés, qui puissent aller garantir que l'information est vraie, qui soient les garants du pluralisme, notamment en période électorale, du traitement de l'actualité politique. Et cette obligation de modération, on n'en parle pas beaucoup, mais elle est tout à fait essentielle. En France, elle est garantie quelque part par la loi de 1881, qui en même temps qu'elle reconnaissait une liberté très forte pour la presse, apportait aussi la création de délits de presse, qui était un délit à l'ordre public, diffuser des fausses informations ou aux personnes. Donc il y a bien une professionnalisation du métier de média qui est absolument centrale pour avoir un débat démocratique de qualité. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une attrition de la place des médias compte tenu du développement de grandes plateformes. Et d'où la question de l'économie qui est très bien posée, qui a été posée par Pierre, par Marc Feuillet. C'est une question qui est centrale. D'où la question aussi de la place de médias. Et si les médias de service public ont été créés dans tous les pays européens après la Deuxième Guerre mondiale, c'est bien parce que l'utilisation par le fascisme de médias de masse pour propager des discours de haine avait rendu nécessaire une régulation importante qui a donné lieu à des chartes de déontologie et a rendu nécessaire aussi la présence de médias qui ont pour mission et pour objectif de garantir des conditions d'un débat éclairé et juste. François Morinière, depuis 2 mois, vous êtes le président du directoire du groupe Bayard. Le nom initial du groupe Bayard, fondé en 1873, était la Maison de la Bonne Presse. Et oui, ça ne rajeunit pas. Et l'idée pour votre groupe, c'est de dire que la situation actuelle fait que vous devez être encore plus exigeant, encore meilleur envers et contre tout. Mais effectivement, on a ces racines historiques qui sont, ma foi, fortes chez nous, et on essaye de les faire fructifier. Et donc cet attachement à la bonne presse, on pourrait disserter sur ce que ça veut dire. Groupe catholique, rappelons-le, voilà, qui c'est appartient surtout, avant tout, sionistes. d'être attaché à notre indépendance et de travailler à la qualité de nos médias. Vous avez vu ce matin le baromètre qui a été fait, qui n'est pas si finalement pessimiste que ça. J'ai toujours envie de voir les choses plutôt à moitié pleines qu'à moitié vides. Il y a quand même une confiance, un intérêt pour l'actualité, une confiance des grands médias qui sont supérieures à celles que les gens placent dans Internet. Donc il y a quand même un constat qui n'est pas si négatif, et je pense que dans ce monde compliqué aujourd'hui, ça nous remet un peu de baume au cœur, j'imagine. Et effectivement, après, bien, on a, comme nous tous, les questions de financement de notre machine, qui est une machine qui coûte cher, parce que pour faire du bon journalisme, ça coûte cher. Il faut aller sur le terrain, faire des enquêtes, et il n'y a pas d'autre solution. On ne sait pas faire du journalisme pas cher chez nous, et je pense que c'est pareil chez tous mes confrères. Et donc, il faut trouver les sources de financement. Elles sont nombreuses. Alors vous êtes un groupe qui notamment est aidé avec des aides directes à la presse. Bien sûr. Donc les premiers des financements, c'est l'aide de l'État. Et là aussi, on critique beaucoup l'État, mais l'État fait quand même beaucoup pour nous. Et il faut que ça continue. On a absolument besoin de son aide. Mais en même temps, vous pensez qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. Exactement. Après, il y a le public. Et notre bataille tous les jours, c'est d'essayer de faire en sorte que les revenus se tiennent. Vous savez que le digital a en général été une source de non-croissance de la valeur, au contraire. Donc on essaye, pas après pas, depuis des années, et c'était vrai il y a 10 ans, 15 ans, c'est vrai aujourd'hui, de sécuriser cette valeur. Il y a après la question des annonceurs, où on est effectivement sur leur couloir, et il y a des propositions qui sont faites dans les EGI, donc il faut voir comment, juridiquement parlant, ça peut se mettre en place. Et moi, j'aime pas trop les contraintes, donc j'aimerais beaucoup que les annonceurs, à un moment donné, d'eux-mêmes se disent, bon, bah, le débat est tel qu'il faut y aller. Et puis, voilà, c'est tout ça qui doit se mettre en œuvre le plus rapidement possible, parce que si vous voulez, les choses sont compliquées. Et puis, je finis juste, à la fin aussi, par des choix d'actionnaires. C'est-à-dire qu'on a tous des actionnaires qui font des choix en termes de rentabilité et qui acceptent à certains moments que des titres de presse perdent de l'argent, qu'ils le financent par d'autres sujets, parce qu'ils considèrent eux-mêmes que c'est un investissement qui est indispensable. Et je crois qu'on pourrait être nombreux à témoigner de ce sujet. Pierre Louette, François Morinière vient de parler des annonceurs. Vous appelez à créer un mécanisme incitatif, un système pour inciter les annonceurs à investir dans la presse. Expliquez-nous rapidement. Alors, c'est un mécanisme un petit peu qui s'inscrit dans la suite de la loi Pacte. Je ne sais pas si ici, tout le monde a en tête cette loi. Sybille aussi s'en souvient quand on étudiait le droit des sociétés. À l'origine, en France, une société anonyme
C'était un espace créé pour répartir des profits entre actionnaires. C'était ça la définition. La loi a évolué, et la société, l'entreprise est devenue une catégorie qui doit produire du bien pour ses parties prenantes, ses salariés, et préserver la nature aussi. Donc elle s'inscrit dans une sorte de continuum. Et c'est mieux, c'est plus large que cette simple ontologie initiale de répartir des profits. Dans ce cadre-là, on trouve assez logique du côté de l'Alliance pour la presse que soit au fond mise à la charge des entreprises qui sont annonceurs un devoir de transparence, par exemple, pour commencer, dans lequel elle dirait, eh bien oui, nos investissements publicitaires ne vont pas que vers 2 destinataires principaux, à 80% pour le numérique maintenant, qui seraient Google et Meta, mais nous entretenons aussi la diversité des entreprises, des opinions, et nous consacrons une partie de nos investissements à soutenir le service public quand il fait de la publicité, un peu, et puis les entreprises privées qui ne vivent que de la publicité. Cet effort-là, je pense que c'est un effort qui n'est pas du tout hors de portée. Moi, j'ai été très frappé récemment à l'occasion, et vous avez suivi certainement et déjà entendu parler 3 ou 4 fois depuis ce matin, du changement des règles sur Meta, règles de modération. Sybille parlait justement parfois de l'absence de modération. Pour moi, la modération par la foule, ça n'a jamais été vraiment une modération. Il y a presque une alliance de mots, dans tous les sens du terme, entre modération et foule. Eh bien, les annonceurs se rendent compte aujourd'hui que leurs annonces peuvent se retrouver dans des contextes un peu compliqués, avec un environnement vraiment difficile ou éventuellement complotiste ou des fake news. Enfin, en tout cas, tout ce qui peut faire partie, comme la vérité en fait partie aussi, mais tout ce qui peut faire partie d'un univers non modéré. Bien, encore une fois, pour ces entreprises, s'inscrire dans cette démarche d'entretien de la diversité et de soutien de maisons, Marc l'a rappelé aussi, qui ont besoin d'avoir un financement pour avoir des rédactions nombreuses. Tout à l'heure, sur cette même scène, Victor Castanet, qui a fait des grandes enquêtes sur des sujets capitaux pour nos sociétés, rappelait que lui, ce sont des enquêtes de 2 ans. Il faut financer 2 ans, 2 ans et demi d'enquête pour faire un bouquin très fouillé et qui fait autorité et qui d'ailleurs fait ensuite provoquer des lois, des changements d'attitude. L'enquête, la vraie enquête, ça prend du temps. Il faut qu'on puisse financer de temps long, en même temps la production des actualités au quotidien. Financer tout ça, ça n'est pas à portée de toutes les bourses. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que les entreprises pourraient y contribuer. Beaucoup y sont prêtes, en fait, parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne veulent pas être dans un univers qui serait celui d'un duopole, et dans lequel les revenus publicitaires s'est concentré. Je mentionne juste un chiffre, parce que c'est important dans ce genre de réunion qu'on ait des chiffres précis en tête. La presse écrite, elle a perdu 50% de ses revenus publicitaires en 10 ans. Il n'y a pas beaucoup d'industries dans lesquelles on voit disparaître la moitié, 1 euro sur 2 a disparu. Et ce n'est pas parti tout à fait nulle part. La télévision est un peu augmentée, la radio un peu baissée. Et en fait, sont apparus de nouveaux acteurs qui ont capté toute cette publicité-là. Ils ont des vertus, ils ont des qualités. Ce sont des entreprises qui ne sont pas du tout méprisables ni négligeables. Mais quand même, ça va trop vite vers un duopole. Et cela au détriment de toutes les catégories de presse qui vivent essentiellement la publicité à côté des abonnements. Marc Feuillet, vous me disiez en préparant cette table ronde que les aides à la presse, c'est une tarte à la crème. Tous les pays du monde ou presque subventionnent la presse, mais il faut moderniser les dispositifs d'aide à la presse en France. Qu'entendez-vous par là ? Bon, tous les pays européens, en tout cas, se préoccupent de l'avenir de leur démocratie, donc de leur presse d'information, de leur site d'information, puisque maintenant, c'est aussi beaucoup, les journaux, c'est des sites d'information, c'est des plateformes numériques avant tout. Donc, tarte à la crème, oui, parce que c'est un débat qui revient souvent et qui est alimenté. En réalité, il faut savoir que l'Europe se préoccupe beaucoup de la santé de ses journaux. La loi sur les droits voisins est une loi européenne. Elle a été votée spécifiquement pour le financement justement de l'information. Les pays ont diverses mesures. Il y a beaucoup d'investissements publics qui sont notamment fléchés vers les chaînes ou les sites d'information, notamment en Europe du Nord. Nous, on a tout un certain nombre de dispositifs pour aider à la fois des titres plus fragiles. Sur le plan publicitaire, on parlait de la Croix, et puis pour aider aux investissements et surtout soutenir la distribution. Mais ce dispositif existe aussi en Suisse, où la distribution postale est aidée. Bref, ces dispositifs existent, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, non pas dans les aides, mais il faut aller plus loin dans la régulation. C'est Sybille Veil qui parlait de la régulation tout à l'heure. Maintenant, c'est le moment. En plus, on voit le poids politique qu'ont pris ces plateformes de la big tech américaine. Moi, je dirais qu'il y a 3 points, très rapidement. Premier point, on est intermédiaire dans la distribution de nos contenus. Question, est-ce qu'un jour,
on disparaîtra tout simplement d'une de ces plateformes. Comme c'est le cas par exemple au Canada, vous le savez, toutes les chaînes et les sites d'information ont disparu de Meta. Voilà, parce qu'il n'y a pas eu d'accord passé sur la rémunération, sur les droits voisins. Donc est-ce qu'on est capable d'inscrire dans la loi ou dans un règlement européen que les plateformes ont une obligation de distribuer l'information professionnelle reconnue comme telle dans les pays européens? Deuxième point, Pierre l'a évoqué, la publicité. On est en train d'être évincé du marché publicitaire. Pas simplement du marché traditionnel sur nos médias écrits ou audiovisuels, mais sur Internet. On va vers un monopole, un oligopole de 2 ou 3 sociétés à l'échelle mondiale. Bon, à terme, c'est dangereux. Augmentation des prix, pas de diversité, plus de financement pour l'information gratuite, parce que c'est quand même ça aussi. La publicité, ça sert à permettre à un certain nombre de contenus d'être gratuits, donc accessibles. Sinon, on va devenir des médias de niche très chers, réservés à une élite. Ou alors, il y aura le service public s'il continue à être financé. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, nos contenus sont pillés et utilisés. Bon, par les moteurs en référencement, par les réseaux sociaux, par l'IA. Est-ce qu'on peut percevoir une rémunération de ces contenus? La loi sur les droits voisins a été adaptée en France en octobre 2019. Au moment où on parle, en janvier 2025, on n'a toujours rien perçu d'un certain nombre de plateformes. Ça veut dire que la loi ne s'applique pas. On ferraille, on dépense des sommes considérables en procès divers et variés. Nos confrères européens ont une situation très hétérogène de ce point de vue. Ça veut dire qu'il faut qu'on retravaille sur cette loi sur les droits voisins et puis qu'on commence à aborder l'utilisation qui est faite de nos contenus sur l'intelligence artificielle et les moteurs proposés au public. Sybille Veil, vous voulez réagir? Un mot simplement pour ajouter à ce que disait Marc. On fait plein de procès, on les gagne et l'argent va dans les caisses de l'État qui nous en rend une toute petite partie, mais pas à due proportion de tout ce qu'on a fait gagner en fait, avec des procès remportés devant l'autorité de la concurrence ou ailleurs. Sybille Veil, justement, ça vous inspire quoi, là, cette idée de... Moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement juste la description du paysage faite par Marc Feuillet. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les grandes plateformes, non seulement prennent les recettes publicitaires, mais surtout orientent les audiences. Et donc, elles les orientent de moins en moins vers les médias. Ce qu'on a très bien vu pendant la dernière élection américaine. Elle ne s'est pas jouer dans les médias traditionnels. Elle s'est jouée soit sur des comptes d'influenceurs, qui ont participé au débat politique, ce qu'on a appelé les news influenceurs, soit sur des comptes comme Joe Rogan qui a fait des podcasts. Qui est podcast à succès. Donc ça aussi, j'étais contente parce que ça montre que le podcast est un format très moderne, mais malheureusement fait par des personnes qui, n'étant pas des médias, n'obéissent pas aux règles de déontologie, de fiabilité, de vérification qui sont nécessaires, indispensables. Donc l'enjeu, c'est aussi la distribution des audiences. Comment faire en sorte que les médias restent visibles, restent bien distribués, et évidemment que le partage de la valeur et que la valeur ajoutée qu'ils produisent ne soit pas pillée, mais qu'ils en aient la rétribution. Quand on est un gros acteur comme Radio France, justement, on pèse face à ces géants du web. On est en mesure d'établir un rapport de force en disant « je produis chaque jour des dizaines d'heures de contenus originaux, de qualité, etc. » ou alors ce n'est pas audible en face? Alors, on sait tous que ces questions-là doivent être traitées à une échelle qui est bien plus vaste que les éditeurs nationaux, qui est l'Union européenne, avec des instruments qui sont très récents, mais qu'il faut absolument mettre en œuvre, comme le Digital Service Act. Nous, en tant qu'éditeurs, ce qu'on a pu essayer de faire ces dernières années, c'est qu'on a demandé à ce que nos contenus ne puissent pas être utilisés sans notre accord. Et dans ces accords-là, on inscrivait systématiquement le respect des droits d'auteur, demandant à ce que les conventions avec les gestionnaires de collectifs de droits puissent être respectées. Donc on a essayé de peser. Mais on sait bien que on va peser de moins en moins face à des acteurs qui ont la puissance financière d'État. Et on voit bien les dernières prises de position de Mark Zuckerberg, parce que c'est quand même une actualité qui nous interroge beaucoup. Quand vous avez une plateforme comme Meta qui dit que la modération, le fact-checking sont assimilables à de la censure qui est poussée par les médias et les gouvernements, ça pose des questions quand même redoutables sur le dérèglement du paysage médiatique. C'est ça la question très forte que nous avons devant nous. Donc ces questions-là posent la question de la visibilité des médias,
en effet du partage de la valeur, mais avant tout que les médias continuent à être visibles, être consommés, être accessibles au grand public. Et c'est ça les défis qu'on a devant nous pour les 10, 20 prochaines années. Et ça, ce sont des questions qui sont absolument redoutables et pour lesquelles voilà, s'interroger sur ce qu'est vraiment un média. Comment est-ce que ces autoroutes nouvelles que sont celles des réseaux sociaux peuvent être vraiment régulées? Comment est-ce qu'on met des limites de vitesse? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les algorithmes valorisent des contenus de qualité? Ça, c'est des questions très actuelles. Les États généraux de l'information ont fait une proposition qui consistait à dire il faut labelliser les médias qui produisent des informations qui sont vraies, pas labelliser les contenus, pas dire un contenu est vrai ou est faux, mais le fonctionnement des médias de manière à engendrer une obligation de visibilité dans les algorithmes des réseaux sociaux. C'est une piste parmi d'autres, ça ressemble beaucoup aux réflexions du GTI. Je pense que c'est des réflexions comme ça qui sont nécessaires aujourd'hui pour continuer à garantir la visibilité des médias et le fait qu'ils puissent continuer d'atteindre et de toucher le public qui est très présent sur les réseaux aujourd'hui. La JTI dont parle Sybille Weil, c'est la Journalism Trust Initiative qui est portée par Reporters sans frontières, pour lequel les médias peuvent labelliser et faire auditer aussi leur processus de création d'informations pour montrer qu'ils respectent les règles d'éthique, de déontologie, de transparence, etc. François Morinière, accentuer la pression sur les plateformes de la part des pouvoirs publics, c'est pour vous aussi fondamental de réguler davantage, que tout le monde joue sa partition. On voit bien que les éditeurs, moi je reviens dans la Manche, mais les éditeurs, ça fait des années qu'ils se battent sur ce sujet. Marc a expliqué que donc ça 2019, hein, on est 6 ans après ou 5 ans après, on n'a toujours pas obtenu ce qu'on souhaitait. Donc on voit bien que la limite, je dirais, avec nos petits bras pour obtenir des gains de cause est très compliquée. Donc sans l'aide de l'État, on voit bien que ça va être de plus en plus compliqué face justement à ce que Sybille dit, c'est-à-dire une dérégulation. Donc si l'État se bouille pas le maillot, nous-mêmes, on voit bien qu'on est dans une situation qui est extrêmement difficile. Et le combat des audiences passe par là, parce qu'effectivement, Sybille l'a bien expliqué, notre combat, c'est celui des audiences, c'est celui de la puissance de feu. Alors pourtant, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a beaucoup d'études qui montrent que nos marques médias sont extrêmement fortes, mais on n'arrive pas parfois à transformer cette audience, à la monétiser, parce qu'il nous manque l'accès aux plateformes et on est un peu, je dirais, borduré dans les algorithmes. Donc, en fait, on sait très bien ce qu'il faut faire, vous voyez. Quand j'écoute mes confrères, toutes les idées sont là. Donc, en fait, c'est pas un problème de non-compréhension de la situation. Vous voyez, on pourrait dire, là, ça nous échappe. Ces plateformes sont démentielles et on est voué à la disparition. Pas du tout. Je pense que tout le monde a les bonnes recettes, en tout cas les bonnes idées pour y arriver. Mais il nous faut un peu d'aide, vous voyez, pour arriver à les rendre plus pratiques et plus concrètes. Et c'est là qu'on attend l'État, au-delà des aides qu'il fournit. Vous l'avez dit, elles sont importantes, mais Marc l'a dit, c'est très complexe. Et il faut aller plus loin que ça, si vous voulez, parce que là, on est un peu au bout du... Enfin, moi, je vois ça en arrivant revenant dans le monde des médias, on est un peu au bout de ces histoires de ferraillage avec les plateformes qu'on essaie de faire le mieux possible, qui nous coûte beaucoup d'argent, mais à la fin, le résultat est pas satisfaisant. Donc, si à un moment donné, l'État et l'Europe ne disent pas bon, maintenant on arrête et on passe à une situation qui est beaucoup plus concrète, parce que ça se passe aussi à Bruxelles, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est là que les jeux se jouent. Bon, on va continuer à tourner en rond. Et nous, pendant ce temps-là, la situation financière s'aggrave, les complexités d'équilibre financier sont très fortes. Donc voilà, c'est peut-être là qu'on attend encore plus l'État que, je dirais, dans le saupoudrage de nouvelles aides qui sont déjà là. Et l'État fait beaucoup et on sait très bien qu'il n'est pas dans une situation confortable pour nous aider davantage. Pierre Louette, les éditeurs, en France en tout cas, jouent-ils suffisamment collectif dans cette situation pour essayer de garantir un paysage médiatique de qualité ? Collectif à la fois face au pouvoir public et collectif aussi face aux plateformes. Oui, on a quand même assisté à la constitution de blocs en fait, de syndicats. De l'Alliance pour la presse, ça regroupe 4 syndicats. La presse, elle était très fragmentée. François l'a connu aussi à l'équipe, Marc depuis des années. Bon, il y a beaucoup de syndicats, il y a beaucoup de familles. C'est la Gaule, quoi. La Gaule est divisée en tribus. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les Romains ont conquis la Gaule, hein, en jouant les uns contre les autres et les unes contre les autres. Pour reprendre le point de François, j'avais envie de dire 2 choses. D'abord, on a besoin de tous les renforts et donc bienvenue
on a encore besoin de ferrailler. On va continuer à ferrailler parce que, en fait, avec beaucoup de ces acteurs-là, il faut établir un rapport de force. Alors, bien, tu as raison, souvent on est plus petit, mais quand même regroupé, on arrive à gagner un certain nombre d'étapes. Et vous verrez dans les heures qui viennent, on va réussir à re-signer un accord sur les droits voisins important, intéressant, amélioré. On pourra annoncer qu'il y a des progrès qui sont faits, mais parce que le rapport de force a été construit. Et un rapport de force, c'est aussi, à un moment, un rapport de confiance. On partage quand même un peu une habitude de discuter ensemble. Et puis, il y a aussi cette espèce d'acculturation qui fait que ces grands géants-là, ils atterrissent un peu, en tout cas pour certains d'entre eux, d'autres décollent, j'ai envie de dire, mais certains atterrissent et se disent on doit être un peu plus multilocaux que supranationaux, donc on doit être plus français en France, allemand en Allemagne. Et ça, c'est important, c'est l'évolution à laquelle on assiste un peu aujourd'hui. Mais quand on voit le monde qui signe un accord avec OpenAI, par exemple, ça vous agace que le monde y soit allé tout seul, par exemple ? Il y a toujours eu des gens qui prenaient des chemins solitaires parce qu'ils estiment que c'est leur capacité, on va dire. Oui, c'est pas moi ce que je favorise. J'ai l'impression que grâce au soutien dont on bénéficie de la part d'un actionnaire qui est très puissant, on peut aussi diriger nos entreprises, mais éventuellement s'occuper et travailler pour d'autres qui sont plus petites. Au sein de l'Alliance pour la presse, il y a 300 titres. Il n'y a pas que le Figaro qui va très bien ou Le Monde. Il y a aussi beaucoup de titres de la presse hebdomadaire régionale qui sont lus par beaucoup de lecteurs à Châteauroux ou ailleurs, en fait, qui sont très importants dans la France, un peu des territoires, comme on dit. Et eux n'ont pas forcément même de directeur juridique. Alors imaginez comment on va aller négocier des droits voisins avec Microsoft qui n'a toujours pas acquitté 1 euro ou avec Google. Ce que je voulais ajouter, c'était mon deuxième point par rapport à ce que disait François, c'est que il y a une vraie extension du domaine de la lutte. La bataille maintenant, et on le voit bien dans les derniers jours, elle est entre ces supranationales et des États, voire des blocs d'États. En fait, l'Europe se retrouve confrontée à sa capacité à faire appliquer un règlement qu'elle a adopté, DSA. Est-ce que ce règlement va vivre de la même façon que la loi sur le droit voisin en France, qui a été transposée très vite, n'est pas encore complètement appliquée? Est-ce qu'on fait des règlements pour rien? Est-ce qu'on a des gens qui s'estiment suffisamment grands, puissants, voire soutenus par l'État dont ils sont originaires pour dire, eh bien, on ne tient pas compte de ces lois et ces règlements, on ne les respectera pas, en fait, et on va avancer. Donc on doit élever notre niveau de jeu en permanence parce qu'on a face à nous des acteurs de cette taille-là. Alors je ne suis pas dans la diabolisation. C'est vrai que j'ai écrit un bouquin il y a des années là-dessus, des géants et des hommes. C'est parce que nous, on est des femmes et des hommes, finalement, avec les moyens dont on dispose, face à des géants d'un genre nouveau, jeunes, avec, comme on dit souvent, une informatique toute neuve, une capacité toute neuve à regarder les défis du monde et à dire on va prendre toute notre place, et puis qui deviennent des duopoles, et qui, de ce point de vue-là, ont acquis, à mon sens, une place trop importante. Je dis souvent ça, Facebook, Meta, c'est l'agora du monde, 3 milliards de personnes se retrouvent, c'est l'agora du monde. Or, une agora à cette taille-là, elle mérite d'être un peu, ça a été mentionné, régulée, un peu plus réglementée. Google, c'est la recherche du monde. 92% des gens passent par là. Quand on a des fonctions aussi puissantes, c'est quasiment des fonctions de type service public, service essentiel. Enfin, c'est vraiment une catégorie nouvelle. Alors, ils ont changé les catégories informatiques, ils ont changé les catégories de nos consultations, mais dans cet océan-là, pour revenir à notre sujet, nous, on veut avoir les moyens de continuer à constituer des îlots de production d'informations, de production de narration, de description du monde, de production de clés de décryptage, avec des vrais journalistes de toutes opinions, mais formés pour ça, obéissant et suivant la ligne éditoriale de leur journal, de leur publication. Et j'en arrête là, je sens... Exactement, parce que le temps file. On va encore entendre rapidement Marc Feuillet et Sybille Vallée avant de passer la parole à la salle. Marc Feuillet, vous le disiez tout à l'heure, le temps est fondamental face à la big tech parce que tout va très vite. Et vous notiez en préparant cette table ronde l'accord il y a quelques mois, il y a 1 an maintenant, avec les scénaristes d'Hollywood en septembre 2023, après plusieurs mois de grève qui, eux, ont réussi avec un bras de fer à obtenir gain de cause, des avancées en tout cas, et vous rêvez de la même chose pour les médias face aux géants du web. Oui, c'est vrai qu'ils sont allés assez vite de ce point de vue-là pour protéger leurs propres intérêts contre l'IA, mais peut-être est-ce qu'ils ressentent plus les choses aux États-Unis parce qu'ils sont évidemment directement influencés par ces grandes entreprises. De ce point de vue, je voudrais faire une petite remarque sur le paysage américain. Pendant très longtemps, il a été exemplaire. On admirait ces grands journaux, ces grandes rédactions de chaînes. C'était la Mecque du journalisme professionnel des États-Unis. La situation, en réalité, pour nos confrères est très difficile. Beaucoup de journaux sont malades. Une grande partie d'entre eux ont disparu.
À l'exception du New York Times et du Wall Street, la quasi-totalité des titres est en grande difficulté. Et donc, effectivement, on a besoin de se mobiliser. En tout cas, dans une industrie américaine qu'est le cinéma, ils se sont mobilisés pour défendre leurs intérêts. Et je crois aussi qu'il faut qu'on se mobilise pour défendre nos intérêts face à l'IA, puisque nos contenus sont en permanence crawlés, absorbés et régurgités dans l'IA générative, notamment, puisque c'est surtout l'IA générative dont on parle. Sybille Veil, garantir un paysage médiatique de qualité, ça passe par le service public, vous n'allez pas dire le contraire. En France, rappelons-le, en 2024, le service public de l'audiovisuel, tout cumulé, représente tout de même 4 milliards d'euros. C'est énorme. Mais c'est fondamental par les temps qui courent qu'il y ait cette offre publique qui soit déjà gratuite, parce qu'elle est de qualité et puis parce qu'elle peut inspirer tout un écosystème. Je pense qu'on doit être fier du modèle européen que nous avons. Qui est un modèle qui a défini une législation qui à la fois transpose à l'ère moderne ce qui était nos principes du droit de la presse de 1880, c'est le DSA, qui essaie de faire en sorte qu'il y ait une régulation importante du débat public. Et parmi ces acquis du modèle européen, oui, il y a le service public qui est présent dans tous les pays européens. Il y a une législation récente, le Media Freedom Act, adopté par l'Union européenne, qui justement dit que c'est l'une des protections importantes du débat démocratique d'avoir des services publics qui soient présents, qui puissent jouer leur rôle. Et je vais donner un exemple, c'est le service public de proximité. Hier, nous avons, cette semaine, depuis le 6 janvier, nous avons rebaptisé nos locales de France Bleu, les radios ici, en commun avec les télévisions locales de France Télévisions qui sont France 3. On a une application, un site et un travail qui est fait par l'ensemble de nos journalistes pour nourrir ces médias-là et apporter une offre de proximité qui offre dans des zones, par exemple dans la Creuse, dans d'autres zones, une offre de qualité là où un marché publicitaire ne serait pas en capacité d'en apporter une aussi exhaustive. C'est-à-dire qu'un maillage qui est aussi complet, aussi exhaustif dans des zones qui sont très rurales, dans des zones qui sont reculées et qui soient égalitaires partout en France, ça, il n'y a que le service public qui, quelque part, investit cette mission-là, qui est une mission importante, d'avoir une offre qui soit très proche des citoyens et dans des zones où la densité de population est beaucoup plus faible. C'est un des exemples du rôle que joue le service public, et on voit que l'un des sujets aux États-Unis, c'est la disparition progressive des médias locaux, qui est un véritable sujet, un vrai problème, parce que les médias locaux offrent une information qui touche le quotidien des gens, qui est souvent très concernante, qui les relie à l'information, quand parfois l'information nationale ou internationale peut apparaître comme anxiogène, et on parle beaucoup de la fatigue informationnelle, du fait que le caractère anxiogène de l'information peut parfois faire que certains citoyens n'ouvrent plus les journaux ou ne regardent plus les journaux télévisés. Donc il y a besoin d'informations du quotidien, et ça, c'est un créneau sur lequel on voit dans tous les pays européens à quel point le service public est encore très présent pour apporter ce service-là. Et quand il disparaît, comme c'est le cas aux États-Unis, ça a des effets qui sont réels. Certains d'entre vous ont peut-être lu Christophe Guilly, qui au lendemain de l'élection présidentielle disait: les résultats de cette élection, c'est l'ostracisation et l'invisibilisation de la majorité ordinaire. Cette majorité ordinaire, c'est celle à laquelle s'adressent ces médias locaux. Il n'y a pas que nous, il y a la presse quotidienne locale également, qui est indispensable et qui a un vrai rôle. Mais dans ce qui concerne la partie audiovisuelle, l'audiovisuel public aujourd'hui investit dans ces médias-là parce qu'on pense que c'est important et qu'il faut continuer à apporter ces contenus. Donc c'est le message que vous défendez auprès de la ministre de la Culture, Rachida Dati, également, j'imagine. C'est le message que je porte auprès, évidemment, de notre ministre de tutelle, parce que je pense que ce sont des missions qui sont fondamentales, qu'il faut défendre, parce qu'on voit trop les effets que ça produit dans les pays qui n'ont pas ce lien-là de proximité. Il nous reste une dizaine de minutes. Nous pouvons prendre des questions de la salle, je crois. Oui, mais je voulais
Victor, merci. Je vous laissais diriger cette séance de questions. Je peux venir. Je vois des mains qui se lèvent. On va prendre peut-être plusieurs questions à la volée. Si vous voulez, allez-y. Monsieur, ici en face de nous. Bonjour, je m'appelle René Pascal, je suis retraité du secteur bancaire et de l'accompagnement entrepreneurial, membre d'un réseau qui essaie de soutenir les entrepreneurs en difficulté pour éviter les dépôts de bilan, qui s'appelle Second Souffle. Je voulais rebondir là, sur ce que vient de dire Madame Veil sur la qualité médiatique. Nous avons en France la chance d'avoir cela. Nous évoluons dans un monde extrêmement difficile, d'où les résultats du sondage de ce matin, la saturation, la submersion des informations, comme dit M. Patino. Ma question, pour ne pas faire trop long, est-ce que vous ne pensez pas que le journalisme pourrait progresser et réduire en partie les effets qu'on vient de citer en développant ce que j'ai découvert personnellement depuis quelques années, et je suis vraiment navré que ça ne prenne pas plus d'importance. Je fais allusion à l'information à impact positif. Et je cite bien évidemment très vite, tout à l'heure on avait les Reporters sans frontières, moi je cite les Reporters d'Espoir, une ONG qui existe depuis 20 ans, dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler parce qu'ils ont tellement des problèmes de moyens de communication eux-mêmes. Voilà, c'est quand même impossible maintenant. Moi, je suis témoignage de parents, grands-parents. On sature et on protège nos enfants parce que les informations sont anxiogènes. Et alors qu'il se passe des choses formidables. Regardez, on découvre, il faut des événements forts comme les JO ou la reconstruction de Notre-Dame pour qu'on s'aperçoive qu'on a des qualités. On n'en parle pas. Il y a des réussites dans de nombreux domaines, des innovations. Les sujets ne manquent pas pour être positifs. Donc la question que je voulais poser à nos intervenants, qu'est-ce que vous pensez de cette montée trop lente de l'information à impact positif? On va prendre 2-3 autres questions aussi, et puis un petit tour de table rapide ensuite. La main s'est élevée ici au premier rang, monsieur. Oui, bonjour, je m'appelle Olivier de Bayens. J'avais 2 questions rapides. Plusieurs groupes de presse se sont récemment désengagés de X, comme le groupe Sud-Ouest ou Ouest France, je crois. Et je voulais savoir quelle était la position des éditeurs par rapport à ça, dans un contexte où X, comme vous le savez, manipule de plus en plus l'information. Voilà, ça c'était ma première question. Et la deuxième, est-ce que, on parlait aussi des moteurs de recherche, il y a Google, il y a Quant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une action peut-être à mener par les éditeurs de presse pour valoriser peut-être des outils, que ce soit un moteur de recherche, peut-être un réseau social, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux que vous valoriseriez, qui seraient plus, je dirais, plus pertinents ou plus solidaires de ce que vous faites. Voilà. Ici au premier rang, monsieur. Vous écoutez. Donc Nicolas, je reprends un peu la question précédente en disant que beaucoup de gens travaillent, notamment moi, mais de moins en moins par rapport à Google. On a un moteur de recherche Quant qui se développe quand même beaucoup. Je voulais savoir par rapport aux plateformes quand elles sont recherchées sur Quant, est-ce qu'il y a un lien efficace avec les nouvelles lois sur les droits voisins par rapport à l'Europe? C'est-à-dire les journalistes, écrivains, auteurs retrouvent leur argent grâce aux recherches faites en priorité sur Quant que sur Google ou d'autres moteurs de recherche qui piratent un peu les droits d'auteur. Donc, parce qu'on parle très peu de Quant, il y a quelques publicités dans le métro que je vois de temps en temps, mais il serait bien de réveiller Quant un peu parce que voilà. Déjà la deuxième question autour de Quant. Il y a oui. Encore une dernière question et puis on fera un tour de table super rapide. Nous n'avons pas de questions féminines pour l'instant. Une question féminine, s'il vous plaît, mesdames. Tous les hommes ont la parole, vraiment. Alors, monsieur. Oui, j'avais une question. Est-ce qu'une bonne partie des problématiques que vous évoquez tous ne sont pas en bonne partie dues à un sentiment de déconnexion, à la fois déconnexion de l'audience, qui se sent souvent plus proche d'inconnus sur Internet, ce qui fait le succès de beaucoup de réseaux sociaux,
que de médias, en partie parce que les médias locaux sont moins visibles, une partie aussi de déconnexion vis-à-vis d'un modèle économique plus simple, c'est-à-dire il y a 50 ans, quand on avait besoin d'informations, on achetait un journal. Et payer pour un journal, c'est quand même plus simple comme transaction que de prendre un abonnement ou de dépendre de systèmes d'enchères de publicité. Est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de retour aux sources à retrouver via une reconnexion au public et à un système plus sain, peut-être plus simple, qui pourrait bénéficier à la presse? Alors, on va essayer de rembobiner tout ça. Nous avons 3 minutes, Victor Maté, je crois. Exactement. C'est très timé, attention. Monsieur parlait d'abord de développer l'information d'impact et de l'information aussi positive. Parler pas seulement des trains qui arrivent en retard, mais aussi de ceux qui arrivent à l'heure. Là-dessus, François Morinière, ça vous inspire, j'ai l'impression. Ouais, je pense quand même, je vais quand même dire que les médias ont fait un boulot formidable pour couvrir la rue Notre-Dame. Le service public a fait pour les JO un boulot dingue. Je peux citer l'équipe, le Parisien. Enfin, je pense que franchement, on a mis tout ce qu'on pouvait. Oui, mais c'était des événements majeurs, mais je pense que quand même, j'ai l'impression que les médias ont pris leur part de magnificence de ces événements. Et... Ah bah écoutez, il y a eu, je ne peux pas faire l'avocat civil, mais il y a eu combien d'heures de direct? Je ne sais pas, on en est à des centaines d'heures de... je pense que vraiment, on a fait tout... j'ai jamais vu une couverture télévisuelle des JO telle que celle qui a eu lieu cette année. Enfin, je veux dire, moi, je dirigeais l'équipe pendant longtemps. C'était quand même un effort exceptionnel. Je pense que les médias se sont tous mis autour de Notre-Dame parce que c'était un événement de fin d'année qui était magnifique. Les transmissions en direct, les émissions sur France Télé, les numéros spéciaux du Figaro. Nous, on a pris notre part aussi à Pèlerin. Enfin, mais on va continuer, monsieur. Mais là, notre rôle de média, on ne peut pas transformer le monde et ne parler que des choses qui vont bien. On doit aussi une honnêteté par rapport à notre public. Si vous voulez, je veux dire, moi, je rêverais d'avoir tous les jours à la une de la Croix que des choses positives. Et on essaye de mettre de l'espérance dans nos titres. Mais il y a les matins, c'est pas simple. Je pense que si on est le média des bisounours et de tout va très bien, Madame la Marquise, on n'arrivera jamais à attirer le public. Il faut aussi qu'on ait... Je suis désolé, mais le monde n'est pas aussi... merveilleux que ça, et on essaye de trouver cet équilibre. Je vous prie de croire que les rédactions, elles n'ont pas le matin l'envie de broyer du noir, de dire du mal, d'aller vers ce qui va mal. C'est pas notre nature. Notre nature, c'est au contraire d'essayer de trouver des choses qui sont positives. Vous savez, on est comme vous, hein, on n'est pas pessimiste par nature. Simplement, on est face à un monde qui est parfois extrêmement déformé, terrifiant, et ne pas en parler au public, c'est quand même compliqué. Des outils à valoriser, on a parlé de Quant, c'est dans votre ADN de mettre en valeur des entreprises et des outils qui marchent aussi, Pierre Louette. Oui, il y a des moteurs de recherche alternatifs. Moi, je pense à Karma, Ecosia. Donc, il y a aussi des moteurs qui sont faits par des gens. Ça s'appuie souvent sur Bing en marque blanche, en fait. Donc, on ne peut pas faire tout à fait tout seul un moteur. Mais on cherche là et ça permet de planter des arbres ou de financer des causes. Voilà. Donc, on sait un peu mieux à quoi sert sa recherche. Sur Twitter, je voulais juste dire un mot parce que la question a été posée par Olivier, je crois, à l'instant sur faut-il rester ou pas rester. Sybille a mentionné tout à l'heure le rôle des médias locaux. Il y a une chose qui est établie par une étude américaine très importante, c'est que là où les médias locaux disparaissent, la propension à voter disparaît. C'est-à-dire que les gens ne vont plus voter. Ils ne se sentent plus dans le monde, en fait, parce qu'ils avaient confiance dans leur journalisme local. Il n'y en a plus, donc ils se sentent en retrait du monde. Ça, c'est très mauvais. Et c'est très mauvais aussi d'être en retrait des lieux de débat, des endroits où les gens sont. S'il y a beaucoup de monde dans Twitter, même si c'est un peu vox clamans in deserto, si on est un peu les seuls à porter une autre voix à quelque chose d'alternatif, je pense qu'il ne faut pas laisser des endroits aussi importants se développer sans qu'on apporte, nous, notre journalisme, notre défense des faits et notre défense de certaines opinions, parce que ça serait, je trouve, pas bien traité aussi cette catégorie-là, pas bien traité ce réseau social. L'abstention n'est pas bonne conseillère en l'espèce, il vaut mieux être présent. Juste... Bravo. En 30 secondes, Sybille Veil, quand on parle de déconnexion avec les audiences, l'idée c'est de ne plus dépendre d'intermédiaires. Et là-dessus, ce que font nombre de médias, c'est qu'ils repensent leurs environnements propres, leur site internet, leurs applications et ce que fait Radio France. Alors plus d'intermédiaires, moi ça m'évoque le modèle voulu par les plateformes aujourd'hui. C'est-à-dire que ces plateformes-là désintermédient l'information. Elon Musk, ce qu'il cherche à faire, c'est à remplacer les médias.
Donc oui, ça peut être très attractif parce que les algorithmes sont conçus pour attirer et capter l'attention, mais c'est au détriment des contenus, de ce qui se passe dessus. C'est des déversoirs de haine, de polémiques incessantes. Donc on a aujourd'hui 2 modèles. On a un modèle qui est celui des réseaux, où il y a de moins en moins de modération avec les annonces récentes. Et c'est des modèles, moi j'avais appelé ça la société du défouloir, où les algorithmes, pour capter l'attention, viralisent et font monter les contenus qui sont les plus polémiques. Et vous avez à côté un autre modèle, qui est le modèle de médias professionnels. Oui, c'est pas toujours facile parce qu'on a une actualité à traiter qui est pas toujours positive, qui peut être parfois dramatique. Et ces médias-là, il faut qu'ils restent forts, qu'ils restent puissants parce qu'ils apportent. On voit à quel point autour des Jeux Olympiques, on a pu fédérer autour d'émotions positives. La manière de aller traiter l'actualité internationale, c'est des moyens qui sont considérables d'aller expliquer ce qui se passe ailleurs. Et on en a besoin pour comprendre le monde qui se modifie à une vitesse extraordinaire autour de nous, qu'on a besoin de comprendre pour pouvoir continuer d'avoir encore des citoyens éclairés. Donc un paysage médiatique de qualité, c'est un paysage où les médias restent forts, continuent de se transformer, s'adapter, mais restent forts pour jouer ce rôle-là qui m'apparaît central plus que jamais aujourd'hui en démocratie. Merci. Merci à tous les 4.